Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole. prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, bonjour Ifriqiya FM, bonjour à tous les auditeurs dans votre rendez-vous médical avec votre hôte, Dr Akhamouk Elias. On a parlé dans notre première partie de cette thématique très importante qui est l'infertilité, c'est-à-dire la difficulté pour un couple d'avoir un enfant. On a parlé dans la première partie de la définition qu'on devrait différencier de la stérilité qui est l'impossibilité définitive d'avoir des enfants, alors que l'infertilité c'est surtout avoir un problème avec des étiologies, des causes qu'on devrait prendre en charge pour rétablir cette thématique, cette problématique est assez fréquente, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde, ça reste quand même un problème de santé publique mondiale. On a dit que parmi les causes qui sont responsables, il y a des causes qui sont liées à la femme, dans un tiers des cas, donc l'âge un peu avancé, le surpoids, les habitudes toxiques, à savoir le tabac, l'alcool, les drogues. Il y a des causes gynécologiques qui sont liées à un problème anatomique, souvent suite à des infections sexuellement transmissibles ou à des maladies telles que des maladies inflammatoires ou des maladies comme la tuberculose urogénitale ou la bilharziose urogénitale, hélas très fréquente en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, mais les causes chez la femme ne représentent que le tiers des problèmes d'infertilité chez le couple, parce qu'un autre tiers est lié à l'homme, qui peut être responsable, messieurs, des problèmes d'infertilité. L'homme, en ayant des problèmes de maladies telles que le diabète, par exemple, qui est mal pris en charge, ou d'habitudes toxiques, un homme qui fume, qui boit de l'alcool, qui prend des drogues, ça peut nuire à la fois à la fonction érectile, mais aussi à la fertilité. Et bien sûr, il y a des problèmes qui sont liés au couple, à un problème entre l'homme et la femme, dans un tiers des cas. Donc ça, c'était dans la première partie de notre émission consacrée à cette thématique très importante. Et en parlant de cette thématique, moi j'ai le plaisir de recevoir avec moi le docteur Nesma Mohamdi, qui, rappelons-le, est spécialiste en gynécologie obstétrique et qui nous a accompagnés dans le premier épisode, qui va aussi nous accompagner dans ce deuxième épisode. Docteur Mohamdi, bonjour et bienvenue. Bonjour Dr Akhamouk, toujours un plaisir de vous accompagner dans votre émission. Merci pour l'invitation. Est-ce que j'ai bien résumé la première partie ou bien il y a quelque chose qu'il faut rajouter? Oui, franchement, bientôt le diplôme. Ça marche, je vais changer de spécialité. Donc, on a parlé de la définition, on a parlé des causes. Maintenant, c'est un couple qui a des rapports réguliers, qui n'arrive pas à avoir des enfants, c'est-à-dire la femme n'est pas tombée enceinte. Exactement. Et là, on va voir le gynécologue. Alors vous avez bien dit, une femme qui n'est pas tombée enceinte, c'est très important. Oui, parce Voilà. que c'est comme ça qu'on voit l'infertilité. Parce que du moment où on fait par exemple un avortement, on n'est plus dans l'infertilité. Ah, ça c'est très important. Donc Voilà. si une femme est tombée enceinte et elle a avorté, on ne peut pas Elle est parler fertile. d'infertilité. Elle est fertile. Elle a fait une grossesse extra-utérine, et ben on la nommera fertile. Elle est fertile. Elle n'a pas eu Voilà. d'enfant, mais elle est fertile, donc elle est en capacité d'en avoir. Du moment où on a un bêta-HCG positif, c'est-à-dire un test de grossesse sanguin positif, on parlera de fertilité. Alors, bêta-HCG, c'est très important. C'est vrai que c'est une émission généraliste pour le grand Oui. public, mais on parle beaucoup de bêta-HCG pendant la grossesse. Alors, c'est quoi le bêta-HCG? Pour simplifier, c'est le test sanguin, d'accord, qui confirmera la grossesse, d'accord, la fonction bêta-HCG, d'accord, de cette hormone qui est présente dans le sang dès qu'on a grossesse, c'est-à-dire dès qu'on a conception, dès qu'il y a fécondation, d'accord, on commence à sécréter du bêta-HCG qu'on trouve dans le sang. Très bien. Donc, Et qui sera preuve de grossesse. si on a fait une grossesse, même si elle s'est soldée par un avortement, on ne peut pas parler d'infertilité. C'est Non. une femme qui est fertile, qui a eu un problème. On va en parler peut-être dans un prochain On épisode. parlera ensuite de causes d'avortement. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, c'est un autre problème quand on n'arrive pas à tomber enceinte. Exactement. Que ce soit des causes qui sont liées à la femme, je rappelle, ou à l'homme, ou au couple. aux deux. Là, on va consulter. Exactement.
Et on va voir un gynécologue. Tout à fait. Alors, même l'homme, il va voir un gynécologue. Oui, D'accord. Donc, c'est le médecin gynécologue obstétrique qui est responsable de traiter l'infertilité. alors de la première consultation pour infertilité. C'est très très important, cette notion de première consultation. Même l'OMS parle de première consultation. Dès que le couple répond à cette définition d'infertilité, il faut qu'il programme sa première consultation. D'accord. Donc, je rappelle, pour ceux qui ont raté le premier épisode, parce que c'est très important, donc si on a des rapports sexuels réguliers, mais au bout d'une année, Complet. complet, oui, Voilà. et au bout d'une année, la femme ne tombe pas enceinte, là, on doit consulter. Exactement. On doit consulter. Et là, on va voir le gynécologue. Donc, est-ce qu'on doit consulter dès qu'on atteint ce... Oui. Donc, il vaut mieux consulter le plus tôt possible. Le temps, c'est de l'argent. La fertilité, c'est du temps aussi. Donc, il faut pas laisser traîner les choses. Tout à fait. D'accord, c'est très bien. Donc, Plus vite on s'y prend, mieux c'est pour le très couple. bien. Donc là, il y a un couple qui va venir vous voir chez vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en gynécologie obstétrique et on vous dit, Madame, on n'a pas docteur, on n'arrive pas à avoir des enfants. Là, qu'est-ce que vous faites? Idéalement, la première consultation se fera avec la femme seule, monsieur seul et le couple. Donc, la première consultation, on va parler avec la femme seule dans Oui. le bureau de consultation. La femme, ensuite L'homme. l'homme, ensuite les deux, Très d'accord? bien. Parce qu'il y a très souvent des tabous, il y a très souvent des non-dits, il y a très souvent une facilité à s'exprimer quand l'homme ou la femme est seul. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance mutuelle, Très d'accord? Et c'est mieux de voir le conjoint seul, l'épouse, et ensuite les deux. Très bien. D'accord. On ne le fait pas souvent, c'est vrai, je reconnais, d'accord. Par manque de temps, parce que c'est des gens généralement qui travaillent, qui n'ont pas de temps, qui sont stressés et tout. Mais quand on peut, c'est la meilleure des démarches. Très bien. Donc, c'est bon, on reçoit un couple infertile à la première consultation. Tout l'intérêt du suivi de l'infertilité est dans cette première consultation. C'est une consultation diagnostique. Très bien. D'accord? Donc, on va recevoir monsieur et madame et on va commencer par un interrogatoire. D'accord? Un interrogatoire minutieux, très très important. D'accord? Avant d'examiner, avant de rentrer dans les détails médicaux, on va tout simplement poser des questions. D'accord? Aux deux. On va commencer bien sûr par l'âge. Oui. Madame, vous avez quel âge? Monsieur, vous avez quel âge? Vous essayez pendant combien de temps? Croyez-moi, il y en a qui consultent 10 ans après, 15 ans après, 5 ans après. C'est désolant, mais c'est comme ça. D'accord? On va parler de la profession. On a parlé dans l'épisode passé qu'il y a des professions à risque d'infertilité. Donc on va demander tout ça. Ensuite, on va demander comment se passe la cohabitation intime entre l'homme et la femme, la fréquence des rapports sexuels, comment ces rapports sexuels se déroulent, est-ce qu'il y a des douleurs, il n'y a pas de douleurs, etc. D'accord? On va rechercher la notion d'habitude toxique. D'accord? On va demander au couple, monsieur, madame, est-ce que vous avez une pathologie chronique? Est-ce que vous êtes suivi pour tel ou tel problème? Est-ce que vous prenez un médicament? On va prendre le poids, d'accord, de la femme, de l'homme, la taille, d'accord, et rentrer dans tout le passé médical de ce couple-là, en essayant de fouiner comme ça dans tous les détails médicaux à la recherche d'une cause déjà générale, sans entrer dans les détails gynécologiques. D'accord? Et ensuite, très important aussi, on a parlé des antécédents médicaux, donc d'éventuelles maladies, diabète, hypertension, hyperthyroïdie, etc. Et d'un éventuel acte chirurgical. Par exemple, le monsieur me dit, ah, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu les oreillons. Ah, Très bien. Oui. d'accord, les Parce oreillons. que je rappelle que les oreillons, c'est une maladie qui est généralement infantile, c'est une maladie Exactement. virale, qui en général elle est bénigne, elle peut donner une inflammation des glandes parotides, donc on a un cou qui est un peu enflé, mais ça peut donner des atteintes d'autres organes, notamment les testicules. Tout à fait. Et L'orchite, si- voilà. Une orchite orlienne. Donc si on a une atteinte des deux testicules, si c'est pas bien traité, ça peut donner des problèmes d'infertilité dans l'avenir. Quoi. Exactement. Très bien. Donc voilà, par rapport aux antécédents médicaux, je sais pas, moi, il a fait une torsion testiculaire, il a un Alors, problème une torsion de prostate, testiculaire, c'est le cordon testiculaire qui va se tourner sur lui-même. sur lui-même et ça peut induire des Tout à problèmes fait. de nécrose Tout à fait. testiculaire. Ouais. Pareil chez la femme, on va rechercher la notion, madame, avez-vous déjà été opérée?
Elle va vous dire non seulement d'une appendicite. Ah, l'appendicite aussi, d'accord. Tout ce qui touche à l'abdomen et au pelvis est pourvoyeur ensuite d'adhérence, d'inflammation chronique qui pourrait avoir un rôle sur cette infertilité, d'accord. Donc on va demander ça et on va demander surtout le caractère du cycle menstruel chez la femme. L'aménarchie, c'est l'âge des premières règles. Madame, à quel âge vous avez eu vos règles? Décrivez-moi vos règles. Donc on va parler de cycle menstruel, d'accord, de régularité. Vous avez vos règles chaque 28 jours, chaque 25 jours, 30 jours, d'accord. Notion de trouble du cycle menstruel à type de spanioménorrhée, par exemple, c'est des règles qui sont trop éloignées ou au contraire des règles trop rapprochées. On va parler de l'abondance. Est-ce que c'est abondant, c'est pas abondant, ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a des douleurs pendant ces règles-là? Est-ce qu'il y a des douleurs pendant les rapports sexuels? Tout ça, rien qu'à l'interrogatoire, on est déjà dirigé vers des causes de cette infertilité. Très bien. Alors, il faut juste rappeler, parce que je rappelle que Ifriqiya FM, c'est une radio faite par des Africains pour des Africains. Et quand on parle d'Africains, il y a des Africains qui habitent dans de grandes villes, comme Alger, Le Caire, Lagos, Cape Town, Kinshasa, etc. Mais il y a des Africains qui habitent dans des petites villes, dans des villages où un gynécologue n'est pas disponible. Donc, même s'il n'y a pas un gynécologue qui est à côté, c'est important, si on a un problème d'infertilité, de consulter le plus tôt possible, même un médecin généraliste, qui peut faire un interrogatoire, un examen clinique, et parfois le problème peut être traité par un médecin généraliste. Si on a un diabète, si on a un déséquilibré, si on a des habitudes toxiques, si on est en surpoids, faut pas dire que dans mon village, dans ma ville, il n'y a pas de gynécologue, ça sert à rien de consulter. Faut pas baisser les bras, faut consulter même chez un médecin généraliste, le plus proche, qui peut parfois même régler le problème ou bien commencer la prise en charge et orienter après s'il y a un vrai problème. Exactement. Par rapport au généraliste, je dirais que pour le médecin généraliste, il est capable d'orienter les explorations, d'orienter le diagnostic, mais ce confrère ou cette consoeur-là doit savoir céder la main à un spécialiste quand il le faudra. Oui, et cette émission aussi, c'est pour les professionnels de la santé qui nous écoutent, si on est un paramédical, un médecin généraliste, parce que même les paramédicaux, ils ont un très grand rôle dans certaines localités africaines où ils peuvent prendre en charge les patients, surtout pour les pathologies les plus fréquentes. Là, en écoutant cette émission, ils savent que on peut être infertile parce qu'on fume trop, on boit trop, on prend de la drogue. Et là, ils peuvent commencer déjà de régler ce problème-là. Tout à fait. Les éviction des toxiques, etc. C'est ça. Si ça rentre dans l'ordre, tant mieux, il a pu régler le problème. Et puis après, au moins, le gynécologue peut prendre la relève pour des problèmes plus spécialisés. Tout à fait. Par contre, on ne doit pas jouer avec la fertilité. Ouais. C'est très très important. C'est un message que je voudrais faire passer à tout le monde, aux confrères, aux consoeurs et à la population générale. On a des traditions culturelles et tout qui disent, par exemple, chez nous, tu n'as aucun problème, vas-y vers la ruqya ou autre chose. Un marabout, un raqiya, un imam, etc. Alors que parfois. Et ça ne règle pas le problème. C'est ça. Croyez-moi, ça ne règle pas le problème. Voilà. Très bien. Donc là, on a parlé d'une première consultation avec l'interrogatoire qui est très important. Très bien. Parce que vu qu'il y a des dizaines et des dizaines de causes, on va chercher petit à petit là où il y a le problème. Exactement. Donc ça, c'est l'interrogatoire. Très Après, il y a l'examen clinique. Voilà, on va examiner madame et on va examiner monsieur. Et je rappelle que c'est la première consultation d'infertilité, d'accord? On va faire un examen général, donc poids, taille, tension artérielle, un examen général que tout médecin peut faire avant d'aller vers un examen gynécologique, d'accord? Donc, on fait notre examen général qui est connu de tous. Quand on va chez le médecin, on a toujours quelqu'un qui nous prend la pression artérielle, d'accord, qui nous prend notre poids, notre taille, en fonction des... Et j'insiste là sur l'examen gynécologique, d'accord? Examen gynécologique chez la femme qui est en position gynécologique dans un environnement favorable à cet examen-là, d'accord? Et qui va comporter plusieurs paramètres très très importants, d'accord? On va palper ce pelvis, d'accord? Le pelvis, c'est ce qu'il y a au-dessous de l'abdomen, d'accord? C'est la partie basse de l'abdomen.
On va d'abord faire un examen physique où on va le palper, d'accord, et on va aller vers ses organes génitaux internes par les voies naturelles, par la vulve, d'accord. Donc on va examiner la vulve de madame, d'accord, les parties génitales externes, et on va progressivement rentrer, d'accord, avec les doigts. On va palper le col de l'utérus, on va palper l'utérus, d'accord, c'est ce qu'on appelle, tout en pressant le pelvis, les cul-de-sac, le vagin, et on va introduire un spéculum qui est très très important. C'est un petit appareil qui va nous permettre de voir de nos propres yeux ce vagin, ce col, et de faire des examens. Par exemple, je trouve des leucorrhées, ce qu'on appelle dans le langage vulgaire des pertes. Je vais profiter pour faire un prélèvement. Très bien. Donc ça, c'est l'examen clinique de la femme. Exactement. Il y a aussi l'examen clinique de l'homme. De l'homme. C'est pareil, d'accord. Sauf que pour l'homme, c'est plus facile parce que tout est extériorisé. Oui. Donc, on va examiner la verge, on va examiner les testicules. Très bien. Et quand on a un problème, quand on trouve une anomalie, on confie généralement aux confrères ou consoeurs urologues qui sont beaucoup plus aptes à poser de tels diagnostics chez les hommes. Très bien. Après un interrogatoire, l'examen clinique, donc il y a ce qu'on appelle les examens complémentaires ou l'examen paraclinique que j'imagine, ça dépend de l'examen clinique. Exactement, D'accord. exactement. Alors, je voudrais insister sur l'ovulation, d'accord. Chaque femme, pour qu'elle procrée, il faut qu'elle ait une ovulation efficace, d'accord. Comment qu'on va examiner cliniquement cette ovulation, d'accord, ou par un examen paraclinique, par la courbe thermique, d'accord. Je voudrais dire que c'est un examen de débrouillage, qu'actuellement, en 2023, que cet examen n'a pas un très très grand intérêt, mais qu'on continue à le faire quand on a peu de moyens, d'accord. C'est quoi la courbe thermique, ménothermique? C'est que on va demander à la patiente de prendre sa température corporelle tous les matins au réveil avant que les pieds ne touchent le sol, c'est-à-dire elle est sur son lit, et elle va prendre tous les jours sa température, d'accord, jusqu'à ce qu'il y ait une ascension de cette courbe de 2, 3, voire 4 degrés, ce qui va correspondre à la sécrétion de la progestérone et donc à la phase juste après l'ovulation. C'est là où elle saura si cette femme est en train d'ovuler ou pas. Il faut ovulation pour qu'il y ait fécondation. Et par la suite, on aura une courbe plate, d'accord. On le fait dans les régions défavorisées où on a peu de moyens, mais pour ma part, je dirais que c'est juste un examen de débrouillage peu utile actuellement. Ça, c'est pour examiner l'ovulation. On ira ensuite vers le bilan hormonal, très très important, parce que les patientes sont réfractrices. Elles n'aiment pas faire un examen complémentaire. Elles n'aiment pas faire des prises de sang. C'est vrai que c'est des examens qui sont plus coûteux que la normale, d'accord, mais c'est très très important. Donc le bilan hormonal va être fait au 2e ou 3e jour des règles. Donc j'invite mesdames à consulter durant cette période. On va faire un bilan hormonal, d'accord, et on va explorer les hormones hypothalamo-hypophysaires et ovariennes. Donc ce que je rappelle que tout ce qui est hormones, c'est pas directement en rapport avec l'appareil reproductif, mais ça vient du cerveau. Exactement. C'est tout un cycle compliqué. Tout à fait. Avec une hormone qui contrôle une hormone, qui contrôle une hormone. Exactement. Donc on est obligé de jauger tout le circuit pour connaître là où il est. Il faut qu'il soit intègre pour qu'il puisse. Il faut que tout marche pour que ça marche. Exactement. Voilà. Il y a 2 glandes cérébrales et les ovaires, d'accord. Les ovaires sont commandés par ces 2 glandes cérébrales, notamment donc l'hypothalamus qui commande l'hypophyse, qui lui-même commande les ovaires. Donc on peut avoir un problème hormonal féminin parce qu'on a un problème au cerveau. Exactement. On peut avoir une tumeur cérébrale, on peut avoir un dysfonctionnement hypothalamique, on peut avoir un adénome prolactine, on peut tout avoir, d'accord ? Très bien. Et donc on a parlé du bilan hormonal. C'est un peu compliqué, donc je citerai juste la FSH, la LH, le stradiol et tout. Et l'hormone la plus importante à mes yeux, c'est AMH. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AMH ? Elle est actuellement vulgarisée, tout le monde connaît. C'est le stock folliculaire. C'est la réserve ovarienne, qui est très importante et qui est capitale. On en a parlé, on avait dit que la réserve ovarienne diminue nettement à partir de 35 ans et qu'on est avec une réserve bien définie. Quand cette AMH est basse, il s'agit d'une urgence de prise en charge. D'où la nécessité d'exécuter
cet ordre-là de faire un bilan hormonal. Donc c'est pour ça que il y a des patients, surtout des patientes, qui sont un peu surprises par l'urgence du médecin qui leur dit Exactement. faites ces bilans, tu dois revenir dans quelques jours. Tout à fait. Parce que là, quand on a un stock d'ovules qui est bas, surtout avec un âge qui dépasse les 35 ans, là on joue contre la montre. Exactement. Donc c'est normal que les patientes ont cette vision que le médecin il est très pressé, etc. Ça c'est pour leur intérêt. Il faut que nos auditrices comprennent ça. On parle de réserve ovarienne et d'insuffisance ovarienne. Très très important, d'accord? Donc on a fini avec les bilans, c'est des bilans spécifiques que le médecin doit prescrire. Et on arrive au chapitre de l'échographie, qui est très très important, qui prédomine la consultation. On va faire une échographie pelvienne, d'accord, pelvienne, suspubienne, c'est-à-dire abdominale, mais surtout endovaginale, de préférence en début du cycle, quand les ovaires sont au repos. Alors, c'est un marqueur très fiable de cette réserve ovarienne. On va calculer le nombre de follicules par ovaire. Très bien. Pour définir si cette femme est en insuffisance ovarienne ou pas. Très bien. Voilà. Ensuite, on ira vers un examen sur lequel j'insiste, que les patientes détestent et qui est primordial. Et c'est le seul examen pour le moment invasif, et c'est l'hystérosalpingographie. Très bien. Voilà. Donc ça, beaucoup de personnes entendent ce refusent mot, de le ne faire. connaissent pas. Exactement. L'hystérosalpingographie. Hystéro, c'est utérus. Voilà. Salpingo, c'est les trompes. D'accord. C'est comme une radio de l'appareil gynécologique. Exactement. Par cathétérisme. Centré par le. Voilà. C'est un cathétérisme, d'accord. Donc on va introduire un cathéter pour voir le col, l'utérus et surtout les trompes. Ce qui se passe à l'intérieur. Sur les trompes de Fallope qui sont peu visibles et difficilement explorables à l'échographie. On a fini avec le bilan de première intention. D'accord. Ça, c'est le bilan standard que tout couple infertile doit faire. On ira ensuite vers les bilans de deuxième intention en fonction de ce que l'on trouve au niveau du bilan de première intention. On parlera d'hystéroscopie, d'accord. L'hystéroscopie, c'est comme fibroscopie, d'accord. C'est une caméra qu'on va introduire dans l'utérus quand on doute, par exemple, si on voit des malformations ou qu'on a un fibrome ou qu'on a un polype ou des synéchies, etc. Ça sera pour confirmer le diagnostic, pour faire des biopsies au niveau de cet utérus. L'hystérosonographie, d'accord, c'est une échographie normale et on injectera du sérum salé dans l'utérus pour avoir une meilleure visibilité de cette cavité utérine. Et enfin, la cœlioscopie, d'accord, qui est un acte très important pour les infertilités inexpliquées. Très bien. Donc ça, on a fini avec l'examen complémentaire. Les examens complémentaires de deuxième intention. On ne les fera pas d'emblée dès le départ. Très bien. Donc je pense que pour l'examen complémentaire, on va s'arrêter là parce que c'est surtout la première consultation. Exactement. Et c'est ce qui est la plus importante. Tout à fait. Maintenant, il y a des examens qui viendront après selon ce qu'on trouve dans le... Alors par rapport à l'homme, très rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Très facile. Qu'est-ce qu'on doit faire chez l'homme? Un spermogramme. C'est quoi un spermogramme? Un spermogramme, on va étudier donc le sperme de monsieur, d'accord. Il y a des conditions, c'est très important. Il faut que monsieur sache que quand il va faire son prélèvement de sperme, il faut qu'il y ait au moins 3 jours d'abstinence sexuelle ou de masturbation, d'accord. Et on va examiner ce sperme-là, d'accord. On va voir sa couleur, sa viscosité, son volume, le pH, et on va étudier les spermatozoïdes, leur vitalité, leur mobilité, la présence d'agglutinants, la présence d'infections et leur morphologie. Donc déjà, le seul examen, le spermogramme, première intention. On sait au début, oui, on sait est-ce qu'il y a un problème ou pas chez l'homme. Tout à fait. Si le spermogramme est normal, on élimine monsieur de l'exploration. D'accord. Donc, je sais que la thématique est très vaste. Il y a beaucoup de questions chez les auditeurs, mais nous, dans le but de ces émissions, c'est surtout de vulgariser l'information, d'éclairer nos auditeurs sur c'est quoi l'infertilité, comment la gérer, d'avoir moins peur de consulter. Tout à fait. Donc ça, c'est très important. Et de savoir que des solutions existent surtout. Justement, et parfois, les solutions, elles sont simples. Parfois, on a juste un diabète qui est mal équilibré, une maladie chronique qu'il faut équilibrer, des habitudes toxiques, faire
une activité physique, s'alimenter un peu mieux. Un polype qu'il faut enlever, Des petites pathologies qu'on peut gérer. Exactement. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter le plus rapidement possible. Tout à fait. Et même chez un médecin généraliste, si on habite dans une localité où on n'a Bien pas un sûr, spécialiste, il saura diriger. voilà, il peut, après, s'il y a un problème plus sérieux, d'orienter le couple, parce que c'est une pathologie du couple, c'est un Exactement. problème du couple. Il faut rappeler que il y a des problèmes qui sont liés à l'homme, des problèmes liés à la femme et des problèmes liés au couple. Tout à fait. Donc j'espère sur ces 2 épisodes qu'on vous a un peu éclairé sur cette thématique très importante et très fréquente qui est l'infertilité ou l'incapacité d'avoir des enfants pour un couple. J'espère qu'on se verra dans un prochain épisode pour un autre problème de santé. Je remercie le docteur Nesma Mohamdi pour sa présence Merci à vous pour ses l'invitation. explications. Et Avec chers plaisir. auditeurs, on se retrouve à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.